Illusion perdue par Honoré de Balzac, suite de la partie 1, Les deux poètes, partie 3 du livre audio. Pendant que Lucien courait à sa torture chez Madame de Bargeton, sa sœur avait pris une robe de percaline rose à 1000 raies, son chapeau de paille cousu, un petit châle de soie, mise simple qui faisait croire qu'elle était parée, comme il arrive à toutes les personnes chez lesquelles une grandeur naturelle rehausse les moindres accessoires. Aussi, quand elle quittait son costume d'ouvrière, intimidait-elle prodigieusement David. Quoique l'imprimeur se fût résolu à parler de lui-même, il ne trouva plus rien à dire quand il donna le bras à la belle Ève pour traverser l'Houmeau. L'amour se plaît dans ces respectueuses terreurs, semblables à celles que la gloire de Dieu cause aux fidèles. Les deux amants marchèrent silencieusement vers le pont Sainte-Anne afin de gagner la rive gauche de la Charente. Ève, qui trouva ce silence gênant, s'arrêta vers le milieu du pont pour contempler la rivière qui, de là jusqu'à l'endroit où se construisait la poudrerie, forme une longue nappe où le soleil couchant jetait alors une joyeuse traînée de lumière. « La belle soirée, » dit-elle, en cherchant un sujet de conversation. « L'air est à la fois tiède et frais. Les fleurs embaument. Le ciel est magnifique. »« Tout parle au cœur, » répondit David en essayant d'arriver à son amour par analogie. « Il y a pour les gens aimants un plaisir infini à trouver dans les accidents d'un paysage, dans la transparence de l'air, dans les parfums de la terre, la poésie qu'ils ont dans l'âme. La nature parle pour eux. « Et elle leur délie aussi la langue, » dit Ève en riant. « Vous étiez bien silencieux en traversant l'Houmeau. Savez-vous que j'étais embarrassée ?»« Je vous trouvais si belle que j'étais saisie, » répondit naïvement David. « Je suis donc moins belle en ce moment ?» lui demanda-t-elle. « Non, mais je suis si heureux de me promener seul avec vous que... » Il s'arrêta tout interdit et regarda les collines par où descend la route de Saintes. « Si vous trouvez quelque plaisir à cette promenade, j'en suis ravie, car je me crois obligée à vous donner une soirée en échange de celle que vous m'avez sacrifiée. En refusant d'aller chez Madame de Bargeton, vous avez été tout aussi généreux que l'était Lucien en risquant de la fâcher par sa demande. »« Non pas généreux, mais sage, » répondit David. « Puisque nous sommes seuls sous le ciel, sans autres témoins que les roseaux et les buissons qui bordent la Charente, permettez-moi, chère Ève, de vous exprimer quelques-unes des inquiétudes que me cause la marche actuelle de Lucien. Après ce que je viens de lui dire, mes craintes vous paraîtront, je l'espère, un raffinement d'amitié. Vous et votre mère, vous avez tout fait pour le mettre au-dessus de sa position. Mais en excitant son ambition, ne l'avez-vous pas imprudemment voué à de grandes souffrances ? Comment se soutiendra-t-il dans le monde où le portent ses goûts ? Je le connais. Il est de nature à aimer les récoltes sans le travail. Les devoirs de société lui dévoreront son temps, et le temps est le seul capital des gens qui n'ont que leur intelligence pour fortune. Il aime à briller, le monde irritera ses désirs qu'aucune somme ne pourra satisfaire. Il dépensera de l'argent et n'en gagnera pas. Enfin, vous l'avez habitué à se croire grand, mais avant de reconnaître une supériorité quelconque, le monde demande d'éclatants succès. Or, les succès littéraires ne se conquièrent que dans la solitude et par d'obstinés travaux. Que donnera Madame de Bargeton à votre frère en retour de tant de journées passées à ses pieds ? Lucien est trop fier pour accepter ses secours, et nous le savons encore trop pauvre pour continuer à voir sa société, qui est doublement ruineuse. Tôt ou tard, cette femme abandonnera notre cher frère, après lui avoir fait perdre le goût du travail, après avoir développé chez lui le goût du luxe, le mépris de notre vie sobre,
l'amour des jouissances, son penchant à l'oisiveté, cette débauche des âmes poétiques. Oui, je tremble que cette grande dame ne s'amuse de Lucien comme d'un jouet. Ou elle l'aime sincèrement et lui fera tout oublier, ou elle ne l'aime pas et le rendra malheureux car il en est fou. « Vous me glacez le cœur », dit Ève en s'arrêtant au barrage de la Charente. « Mais tant que ma mère aura la force de faire son pénible métier et tant que je vivrai, les produits de notre travail suffiront peut-être aux dépenses de Lucien et lui permettront d'attendre le moment où sa fortune commencera. Je ne manquerai jamais de courage, car l'idée de travailler pour une personne aimée, dit Ève en s'animant, ôte au travail toute son amertume et ses ennuis. Je suis heureuse en songeant pour qui je me donne tant de peine, si toutefois c'est de la peine. Oui, ne craignez rien, nous gagnerons assez d'argent pour que Lucien puisse aller dans le beau monde. Là est sa fortune. Là est aussi sa perte, reprit David. Écoutez-moi, chère Ève. La lente exécution des œuvres du génie exige une fortune considérable, toute venue, ou le sublime cynisme d'une vie pauvre. Croyez-moi, Lucien a une si grande horreur des privations de la misère, il a si complaisamment savouré l'arôme des festins, la fumée des succès, son amour-propre a si bien grandi dans le boudoir de Madame de Bargeton, qu'il tentera tout plutôt que de déchoir. Et les produits de votre travail ne seront jamais en rapport avec ses besoins. « Vous n'êtes donc qu'un faux ami !» s'écria Ève, désespérée. « Autrement, vous ne nous décourageriez pas ainsi. »« Ève, Ève !» répondit David. « Je voudrais être le frère de Lucien. Vous seul pouvez me donner ce titre, qui lui permettrait de tout accepter de moi, qui me donnerait le droit de me dévouer à lui avec le saint amour que vous mettez à vos sacrifices, mais en y portant le discernement du calculateur. Ève, cher enfant aimé, faites que Lucien ait un trésor où il puisse puiser sans honte. La bourse d'un frère ne sera-t-elle pas comme la sienne ? Si vous saviez toutes les réflexions que m'a suggérées la position nouvelle de Lucien, s'il veut aller chez Madame de Bargeton, il ne doit plus être mon protre. Il ne doit plus loger à L'Houmeau. Vous ne devez plus rester ouvrière, votre mère ne doit plus faire son métier. Si vous consentiez à devenir ma femme, tout s'aplanirait. Lucien pourrait demeurer au second chez moi pendant que je lui bâtirais un appartement au-dessus de l'appentis au fond de la cour, à moins que mon père ne veuille élever un second étage. Nous lui arrangerions ainsi une vie sans souci, une vie indépendante. Mon désir de soutenir Lucien me donnera, pour faire fortune, un courage que je n'aurais pas s'il ne s'agissait que de moi. Mais il dépend de vous d'autoriser mon dévouement. Peut-être un jour ira-t-il à Paris, le seul théâtre où il puisse se produire, et où ses talents seront appréciés et rétribués. La vie de Paris est chère, et nous ne serons pas trop de trois pour l'y entretenir. D'ailleurs, à vous comme à votre mère, ne faudra-t-il pas un appui ? Chère Ève, épousez-moi par amour pour Lucien. Plus tard, vous m'aimerez peut-être en voyant les efforts que je ferai pour le servir et pour vous rendre heureuse. Nous sommes tous deux également modestes dans nos goûts. Il nous faudra peu de choses. Le bonheur de Lucien sera notre grande affaire, et son cœur sera le trésor où nous mettrons fortune, sentiment, sensation, tout. Les convenances nous séparent, dit Ève émue, en voyant combien ce grand amour se faisait petit. Vous êtes riche et je suis pauvre. Il faut aimer beaucoup pour passer par-dessus une semblable difficulté. Vous ne m'aimez donc pas assez encore ? S'écria David, atterré. Mais votre père s'opposerait peut-être. Bien, bien, répondit David. S'il n'y a que mon père à consulter,
Vous serez ma femme. Ève, ma chère Ève, vous venez de me rendre la vie bien facile à porter en un moment. J'avais, hélas, le cœur bien lourd de sentiments que je ne pouvais ni ne savais exprimer. Dites-moi seulement que vous m'aimez un peu. Je prendrai le courage nécessaire pour vous parler de tout le reste. En vérité, dit-elle, vous me rendez toute honteuse. Mais, puisque nous nous confions nos sentiments, je vous dirai que je n'ai jamais de ma vie pensé à un autre qu'à vous. J'ai vu en vous un de ces hommes auxquels une femme peut se trouver fière d'appartenir, et je n'osais espérer pour moi, pauvre ouvrière sans avenir, une si grande destinée. Assez, assez, dit-il en s'asseyant sur la traverse du barrage auprès duquel ils étaient revenus. Car ils allaient et venaient comme des fous en parcourant le même espace. « Qu'avez-vous » lui dit-elle en exprimant pour la première fois cette inquiétude si gracieuse que les femmes éprouvent pour un être qui leur appartient. « Rien que de bon, dit-il. En apercevant toute une vie heureuse, l'esprit est comme ébloui, l'âme est accablée. Pourquoi suis-je le plus heureux ?» dit-il avec une expression de mélancolie. « Mais je le sais. » Ève regarda David d'un air coquet et douteur qui voulait une explication. « Chère Ève, je reçois plus que je ne donne. Aussi vous aimerai-je toujours mieux que vous ne m'aimerez, parce que j'ai plus de raisons de vous aimer. Vous êtes un ange, et je suis un homme. »« Je ne suis pas si savante, » répondit Ève en souriant. « Je vous aime bien, autant que vous aimez Lucien, » dit-il en l'interrompant. « Assez pour être votre femme, pour me consacrer à vous et tâcher de ne vous donner aucune peine dans la vie, d'abord un peu pénible, que nous mènerons. Vous êtes-vous aperçue, chère Ève, que je vous ai aimée depuis le premier jour où je vous ai vue ? » « Quelle est la femme qui ne se sent pas aimée ? » demanda-t-elle. « Laissez-moi donc dissiper les scrupules que vous cause ma prétendue fortune. Je suis pauvre, ma chère Ève. Oui, mon père a pris plaisir à me ruiner. Il a spéculé sur mon travail. Il a fait comme beaucoup de prétendus bienfaiteurs avec leurs obligés. Si je deviens riche, ce sera par vous. Ceci n'est pas une parole de l'amant, mais une réflexion du penseur. Je dois vous faire connaître mes défauts, et ils sont énormes chez un homme obligé de faire sa fortune. Mon caractère, mes habitudes, les occupations qui me plaisent me rendent impropre à tout ce qui est commerce et spéculation. Et cependant, nous ne pouvons devenir riches que par l'exercice de quelque industrie. Si je suis capable de découvrir une mine d'or, je suis singulièrement inhabile à l'exploiter. Mais vous, qui, par amour pour votre frère, êtes descendu aux plus petits détails, qui avez le génie de l'économie, la patiente attention du vrai commerçant, vous récolterez la moisson que j'aurai semée. Notre situation, car depuis longtemps je me suis mise au sein de votre famille, m'oppresse si fort le cœur que j'ai consumé mes jours et mes nuits à chercher une occasion de fortune. Mes connaissances en chimie et l'observation des besoins du commerce m'ont mis sur la voie d'une découverte lucrative. Je ne puis vous en rien dire encore, je prévois trop de lenteur. Nous souffrirons pendant quelques années peut-être, mais je finirai par trouver les procédés industriels à la piste desquels je suis depuis quelques jours et qui nous procureront une grande fortune. Je n'ai rien dit à Lucien, car son caractère ardent gâterait tout. Il convertirait mes espérances en réalité. Il vivrait en grand seigneur et s'endetterait peut-être. Ainsi, gardez-moi le secret. Votre douce et chère compagnie pourra seule me consoler pendant ces longues épreuves, comme le désir de vous enrichir, vous et Lucien, me donnera de la constance et de la ténacité. « J'avais deviné aussi, » lui dit Ève en l'interrompant, « que vous étiez un de ces inventeurs auxquels il faut, comme à mon pauvre père, une femme qui prenne soin d'eux. »« Vous m'aimez donc ? Ah, dites-le-moi sans crainte,
à moi qui ai vu dans votre nom un symbole de mon amour. Ève était la seule femme qu'il y eût dans le monde, et ce qui était matériellement vrai pour Adam l'est moralement pour moi. Mon Dieu, m'aimez-vous ? Oui, dit-elle, en allongeant cette simple syllabe par la manière dont elle la prononça comme pour peindre l'étendue de ses sentiments. Eh bien, asseyons-nous là, dit-il en conduisant Ève par la main vers une longue poutre qui se trouvait au bas des roues d'une papeterie. Laissez-moi respirer l'air du soir, entendre les cris des rainettes, admirer les rayons de la lune qui tremblent sur les eaux. Laissez-moi m'emparer de cette nature où je crois voir mon bonheur écrit en toutes choses et qui m'apparaît pour la première fois dans sa splendeur, éclairée par l'amour, embellie par vous. Ève, chère aimée, voici le premier moment de joie sans mélange que le sort m'ait donné. Je doute que Lucien soit aussi heureux que moi. En sentant la main d'Ève humide et tremblante dans la sienne, David y laissa tomber une larme. Ce fut en ce moment que Lucien aborda sa sœur. « Je ne sais pas, dit-il, si vous avez trouvé cette soirée belle, mais elle a été cruelle pour moi. »« Mon pauvre Lucien, que t'est-il donc arrivé ?» dit Ève en remarquant l'animation du visage de son frère. Le poète, irrité, raconta ses angoisses, en versant dans ses cœurs amis les flots de pensées qui l'assaillaient. Ève et David écoutèrent Lucien en silence, affligés de voir passer ce torrent de douleur qui révélait autant de grandeur que de petitesse. « Monsieur de Bargeton, dit Lucien en terminant, est un vieillard qui sera sans doute bientôt emporté par quelque indigestion. Eh bien, je dominerai ce monde orgueilleux, j'épouserai Madame de Bargeton. J'ai lu dans ses yeux ce soir un amour égal au mien. Oui, mes blessures, elle les a ressenties. Mes souffrances, elle les a calmées. Elle est aussi grande et noble qu'elle est belle et gracieuse. Non, elle ne me trahira jamais. N'est-il pas temps de lui faire une existence tranquille ? Dit à voix basse David à Ève. Ève pressa silencieusement le bras de David, qui, comprenant ses pensées, s'empressa de raconter à Lucien les projets qu'il avait médités. Les deux amants étaient aussi pleins d'eux-mêmes que Lucien était plein de lui, en sorte qu'Ève et David, empressés de faire approuver leur bonheur, n'aperçurent point le mouvement de surprise que laissa échapper l'amant de Madame de Bargeton en apprenant le mariage de sa sœur et de David. Lucien, qui rêvait de faire à sa sœur une belle alliance, quand il aurait saisi quelque haute position, afin d'étayer son ambition de l'intérêt que lui porterait une puissante famille, fut désolé de voir dans cette union un obstacle de plus à ses succès dans le monde. Si Madame de Bargeton consent à devenir Madame de Rubempré, jamais elle ne voudra se trouver être la belle-sœur de David Séchard. Cette phrase est la formule nette et précise des idées qui tenaillèrent le cœur de Lucien. Louise a raison. Les gens d'avenir ne sont jamais compris par leur famille, pensa-t-il avec amertume. Si cette union lui eût été présentée en un moment où il n'eût pas fantastiquement tué M. de Bargeton, il aurait sans doute fait éclater la joie la plus vive. En réfléchissant à sa situation actuelle, en interrogeant la destinée d'une fille belle et sans fortune, d'Ève Chardon, il eût regardé ce mariage comme un bonheur inespéré. Mais il habitait un de ces rêves d'or où les jeunes gens montés sur des scies franchissent toutes les barrières. Il venait de se voir dominant la société. Le poète souffrait de tomber si vite dans la réalité. Ève et David pensèrent que leur frère accablé de tant de générosité se taisait. Pour ces deux belles âmes, une acceptation silencieuse prouvait une amitié vraie. L'imprimeur se mit à peindre avec une éloquence douce et cordiale le bonheur qui les attendait tous quatre. Malgré les interjections d'Ève,
il meubla son premier étage avec le luxe d'un amoureux. Il bâtit, avec une ingénue bonne foi, le second pour Lucien et le dessus de l'appentis pour madame Chardon, envers laquelle il voulait déployer tous les soins d'une filiale sollicitude. Enfin, il fit la famille si heureuse et son frère si indépendant que Lucien, charmé par la voix de David et par les caresses d'Ève, oublia sous les ombrages de la route, le long de la Charente calme et brillante, sous la voûte étoilée et dans la tiède atmosphère de la nuit, la blessante couronne d'épines que la société lui avait enfoncée sur la tête. Monsieur de Rubempré reconnut enfin David. La mobilité de son caractère le rejeta bientôt dans la vie pure, travailleuse et bourgeoise qu'il avait menée. Il la vit embellie et sans souci. Le bruit du monde aristocratique s'éloigna de plus en plus. Enfin, quand il atteignit le pavé de l'Houmeau, l'ambitieux serra la main de son frère et se mit à l'unisson des heureux amants. « Pourvu que ton père ne contrarie pas ce mariage, dit-il à David. Tu sais s'il s'inquiète de moi. Le bonhomme vit pour lui, mais j'irai demain le voir à Marsac. Quand ce ne serait que pour obtenir de lui qu'il fasse les constructions dont nous avons besoin. » David accompagna le frère et la sœur jusque chez madame Chardon, à laquelle il demanda la main d'Ève, avec l'empressement d'un homme qui ne voulait aucun retard. La mère prit la main de sa fille, la mit dans celle de David avec joie, et l'amant, enhardi, baisa au front sa belle promise, qui lui sourit en rougissant. « Voilà les accordailles des gens pauvres, » dit la mère, en levant les yeux comme pour implorer la bénédiction de Dieu. « Vous avez du courage, mon enfant, » dit-elle à David, « car nous sommes dans le malheur, et je tremble qu'il ne soit contagieux. » « Nous serons riches et heureux, » dit gravement David. « Pour commencer, vous ne ferez plus votre métier de garde-malade, et vous viendrez demeurer avec votre fille et Lucien à Angoulême. » Les 3 enfants s'empressèrent alors de raconter à leur mère étonnée leur charmant projet, en se livrant à l'une de ces folles causeries de famille où l'on se plaît à engranger toutes les semailles, à jouir par avance de toutes les joies. Il fallut mettre David à la porte. Il aurait voulu que cette soirée fût éternelle. 1h du matin sonna quand Lucien reconduisit son futur beau-frère jusqu'à la porte Palais. L'honnête Postel, inquiet de ses mouvements extraordinaires, était debout derrière sa persienne. Il avait ouvert la croisée et se disait, en voyant de la lumière à cette heure chez Ève, « Que se passe-t-il donc chez les Chardon ?» « Mon fiston, dit-il en voyant revenir Lucien, que vous arrive-t-il donc ? Auriez-vous besoin de moi ? » « Non, monsieur, répondit le poète. Mais comme vous êtes notre ami, je puis vous dire l'affaire. Ma mère vient d'accorder la main de ma sœur à David Séchard. » Pour toute réponse, Postel ferma brusquement sa fenêtre, au désespoir de n'avoir pas demandé mademoiselle Chardon. Au lieu de rentrer à Angoulême, David prit la route de Marsac. Il alla tout en se promenant chez son père et arriva le long du clos attenant à la maison, au moment où le soleil se levait. L'amoureux aperçut sous un amandier la tête du vieil ours qui s'élevait au-dessus d'une haie. « Bonjour, mon père, » lui dit David. « Tiens, c'est toi, mon garçon. Par quel hasard te trouves-tu sur la route à cette heure ? Entre par là, » dit le vigneron en indiquant à son fils une petite porte à claire-voie. « Mes vignes ont toutes passé fleur, pas un cep de gelée. Il y aura plus de 20 poinçons à l'arpent cette année. Mais aussi, comme c'est fumé. »« Mon père, je viens vous parler d'une affaire importante. »« Eh bien, comment vont nos presses ? Tu dois gagner de l'argent, gros comme toi. »« J'en gagnerai, mon père, mais pour le moment, je ne suis pas riche. »« Ils me blâment tous ici de fumer à mort, » répondit le père. « Les bourgeois, c'est-à-dire monsieur le marquis, monsieur le comte,
Messieurs ci et ça prétendent que j'ôte de la qualité au vin. À quoi sert l'éducation? À vous brouiller l'entendement. Écoute, ces messieurs récoltent 7, quelquefois 8 pièces à l'arpent, et les vendent 60 francs la pièce, ce qui fait au plus 400 francs par arpent dans les bonnes années. Moi, j'en récolte 20 pièces et les vends 30 francs. Total, 600 francs. Où sont les niais? La qualité, la qualité. Qu'est-ce que ça me fait, la qualité? Qu'ils la gardent pour eux, la qualité. Messieurs les marquis. Pour moi, la qualité, c'est les écus. Tu dis? Mon père, je me marie. Je viens vous demander. Me demander? Quoi? Rien du tout, mon garçon. Marie-toi, j'y consens. Mais pour te donner quelque chose, je me trouve sans un sou. Les façons m'ont ruiné. Depuis 2 ans, j'avance des façons, des impositions, des frais de toute nature. Le gouvernement prend tout. Le plus clair va au gouvernement. Voilà 2 ans que les pauvres vignerons ne font rien. Cette année ne se présente pas mal. Eh bien, mes gredins de poinçons valent déjà 11 francs. On récoltera pour le tonnelier. Pourquoi te marier avant les vendanges? Mon père, je ne viens vous demander que votre consentement. Ah, c'est une autre affaire. À l'encontre de qui te maries-tu, sans curiosité? J'épouse mademoiselle Ève Chardon. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle mange? Elle est fille de feu monsieur Chardon, le pharmacien de L'Houmeau. Tu épouses une fille de L'Houmeau? Toi, un bourgeois? Toi, l'imprimeur du roi à Angoulême? Voilà les fruits de l'éducation. Mettez donc vos enfants au collège. Ah, ça, elle est donc bien riche, mon garçon, dit le vieux vigneron en se rapprochant de son fils d'un air câlin. Car si tu épouses une fille de L'Houmeau, elle doit en avoir des 1000 et des 100. Bon, tu me payeras mes loyers. Sais-tu, mon garçon, que voilà 2 ans, 3 mois de loyer dû, ce qui fait 2700 francs, qui me viendraient bien à point pour payer le tonnelier. À tout autre qu'à mon fils, je serais en droit de demander des intérêts, car, après tout, les affaires sont les affaires. Mais je te les remets. Eh bien, qu'a-t-elle? Mais elle a ce qu'avait ma mère. Le vieux vigneron allait dire « Elle n'a que 10 000 francs !» Mais il se souvint d'avoir refusé des comptes à son fils, et s'écria « Elle n'a rien !» La fortune de ma mère était son intelligence et sa beauté. « Va donc au marché avec ça, et tu verras ce qu'on te donnera dessus. Nom d'une pipe, les pères sont-ils malheureux dans leurs enfants? David, quand je me suis marié, j'avais sur la tête un bonnet de papier pour toute fortune et mes 2 bras. J'étais un pauvre ours. Mais avec la belle imprimerie que je t'ai donnée, avec ton industrie et tes connaissances, tu dois épouser une bourgeoise de la ville, une femme riche de 30 à 40 000 francs. Laisse ta passion, et je te marierai, moi. Nous avons à 1 lieue d'ici une veuve de 32 ans, meunière, qui a 100 000 francs de biens au soleil. Voilà ton affaire. Tu peux réunir ces biens à ceux de Marsac. Ils se touchent. Ah, le beau domaine que nous aurions, et comme je le gouvernerais. On dit qu'elle va se marier avec Courtois, son premier garçon. Tu vaux encore mieux que lui. Je mènerai le moulin, tandis qu'elle ferait les beaux bras à Angoulême. Mon père, je suis engagé. David, tu n'entends rien au commerce. Je te vois ruiné. Oui, si tu te maries avec cette fille de L'Houmeau, je me mettrai en règle vis-à-vis de toi. Je t'assignerai pour me payer mes loyers, car je ne prévois rien de bon. Ah, mes pauvres presses, mes presses! Il vous fallait de l'argent pour vous huiler, vous entretenir et vous faire rouler. Il n'y a qu'une bonne année qui puisse me consoler de cela. Mon père, il me semble que jusqu'à présent, je vous ai causé peu de chagrin. Et très peu payé de loyer, répondit le vigneron. Je venais vous demander, outre votre consentement à mon mariage, de me faire élever le second étage de votre maison et de construire un logement au-dessus de l'appentis. Bernique, je n'ai pas le sou, tu le sais bien.
D'ailleurs, ce serait de l'argent jeté dans l'eau, car qu'est-ce que ça me rapporterait ? Ah, tu te lèves dès le matin pour venir me demander des constructions à ruiner un roi. Quoi qu'on t'ait nommé David, je n'ai pas les trésors de Salomon. Mais tu es fou. On m'a changé mon enfant en nourrice. En voilà-t-il un qui aura du raisin, dit-il, en s'interrompant pour montrer un cep à David. Voilà des enfants qui ne trompent pas l'espoir de leurs parents. Vous les fumez, ils vous rapportent. Moi, je t'ai mis au lycée, j'ai payé des sommes énormes pour faire de toi un savant. Tu vas étudier chez les Didot, et toutes ces frimes aboutissent à me donner pour bru une fille de L'Houmeau, sans un sou de dot. Si tu n'avais pas étudié, que tu fusses resté sous mes yeux, tu te serais conduit à ma fantaisie, et tu te marierais aujourd'hui avec une meunière de 100 000 francs, sans compter le moulin. Ah, ton esprit te sert à croire que je te récompenserai de ce beau sentiment en te faisant construire des palais ? Mais ne dirait-on pas, en vérité, que, depuis 200 ans, la maison où tu es n'a logé que des cochons et que ta fille de L'Houmeau ne peut pas y coucher ? Ah, ça, c'est donc la reine de France ? Eh bien, mon père, je construirai le second étage à mes frais. Ce sera le fils qui enrichira le père. Quoique ce soit le monde renversé, cela se voit quelquefois. Comment, mon gars ? Tu as de l'argent pour bâtir ? Et tu n'en as pas pour payer tes loyers ? Finot, tu ruses avec ton père. La question ainsi posée devint difficile à résoudre, car le bonhomme était enchanté de mettre son fils dans une position qui lui permit de ne lui rien donner tout en paraissant paternel. Aussi, David ne put-il obtenir de son père qu'un consentement pur et simple au mariage et la permission de faire à ses frais, dans la maison paternelle, toutes les constructions dont il pouvait avoir besoin. Le vieil ours, ce modèle des pères conservateurs, fit à son fils la grâce de ne pas exiger ses loyers et de ne pas lui prendre les économies qu'il avait eu l'imprudence de laisser voir. David revint triste. Il comprit que dans le malheur, il ne pourrait pas compter sur le secours de son père. Il ne fut question dans tout Angoulême que du mot de l'évêque et de la réponse de madame de Bargeton. Les moindres événements furent si bien dénaturés, augmentés, embellis, que le poète devint le héros du moment. De la sphère supérieure où gronda cet orage de cancans, il en tomba quelques gouttes dans la bourgeoisie. Quand Lucien passa par Beaulieu pour aller chez madame de Bargeton, il s'aperçut de l'attention envieuse avec laquelle plusieurs jeunes gens le regardèrent et saisit quelques phrases qui l'enorgueillirent. « Voilà un jeune homme heureux », disait un fils de famille qui avait assisté à la lecture. « Il est joli garçon, il a du talent, et madame de Bargeton en est folle. »« La plus belle femme d'Angoulême est à lui », fut une autre phrase qui remua toutes les vanités de son cœur. Il avait impatiemment attendu l'heure où il savait trouver Louise seule. Il avait besoin de faire accepter le mariage de sa sœur à cette femme, devenue l'arbitre de ses destinées. Après la soirée de la veille, Louise serait peut-être plus tendre, et cette tendresse pouvait amener un moment de bonheur. Il ne s'était pas trompé. Madame de Bargeton le reçut avec une emphase de sentiment qui parut à ce novice en amour un touchant progrès de passion. Elle abandonna ses beaux cheveux d'or, ses mains, sa tête, aux baisers enflammés du poète qui, la veille, avait tant souffert. « Si tu avais vu ton visage pendant que tu lisais, dit-elle, car ils étaient arrivés la veille au tutoiement. » À cette caresse du langage, alors que sur le canapé, Louise avait de sa blanche main essuyé les gouttes de sueur qui, par avance, mettaient des perles sur le front où elle posait une couronne. Il s'échappait des étincelles de tes beaux yeux. Je voyais sortir de tes lèvres les chaînes d'or qui suspendent les cœurs à la bouche des poètes. Tu me liras tout, Chénier, c'est le poète des amants. Tu ne souffriras plus, je ne le veux pas. Oui, cher ange, je te ferai une oasis
où tu vivras toute ta vie de poète, active, molle, indolente, laborieuse, pensive tour à tour. Mais n'oubliez jamais que vos lauriers me sont dus, que ce sera pour moi la noble indemnité des souffrances qui m'adviendront. Pauvre cher, ce monde ne m'épargnera pas plus qu'il ne t'épargne. Il se venge de tous les bonheurs qu'il ne partage pas. Oui, je serai toujours jalousée. Ne l'avez-vous pas vu hier ? Ces mouches buveuses de sang sont-elles accourues assez vite pour s'abreuver dans les piqûres qu'elles ont faites ? Mais j'étais heureuse. Je vivais. Il y a si longtemps que toutes les cordes de mon cœur n'ont résonné. Des larmes coulèrent sur les joues de Louise. Lucien lui prit une main et pour toute réponse la baisa longtemps. Les vanités de ce poète furent donc caressées par cette femme comme elle l'avait été par sa mère, par sa sœur et par David. Chacun autour de lui continuait à exaucer le piédestal imaginaire sur lequel il se mettait. Entretenu par tout le monde, par ses amis comme par la rage de ses ennemis, dans ses croyances ambitieuses, il marchait dans une atmosphère pleine de mirages. Les jeunes imaginations sont si naturellement complices de ses louanges et de ses idées, tout s'empresse tant à servir un jeune homme beau, plein d'avenir, qu'il faut plus d'une leçon amère et froide pour dissiper de tels prestiges. Tu veux donc bien, ma belle Louise, être ma Béatrix, mais une Béatrix qui se laisse aimer ? Elle releva ses beaux yeux qu'elle avait tenus baissés et dit, en démentant sa parole par un angélique sourire, « Si vous le méritez, plus tard. N'êtes-vous pas heureux ? Avoir un cœur à soi, pouvoir tout dire avec la certitude d'être compris, n'est-ce pas le bonheur ? » « Oui, répondit-il, en faisant une moue d'amoureux contrarié. « Enfant, dit-elle en se moquant, allons, n'avez-vous pas quelque chose à me dire ? Tu es entré tout préoccupé, mon Lucien. » Lucien confia timidement à sa bien-aimée l'amour de David pour sa sœur, celui de sa sœur pour David, et le mariage projeté. « Pauvre Lucien, dit-elle, il a peur d'être battu, grondé, comme si c'était lui qui se mariât. Mais où est le mal ? reprit-elle en passant ses mains dans les cheveux de Lucien. Que me fait ta famille ? Où tu es une exception. Si mon père épousait sa servante, t'en inquiéterais-tu beaucoup ? Cher enfant, les amants sont à eux seuls toute leur famille. Ai-je dans le monde un autre intérêt que mon Lucien ? Sois grand, sache conquérir de la gloire, voilà nos affaires. Lucien fut l'homme du monde le plus heureux de cette égoïste réponse. Au moment où il écoutait les folles raisons par lesquelles Louise lui prouva qu'ils étaient seuls dans le monde, M. de Bargeton entra. Lucien fronça le sourcil et parut interdit. Louise lui fit un signe et le pria de rester à dîner avec eux en lui demandant de lui lire André Chénier jusqu'à ce que les joueurs et les habitués vinssent. « Vous ne ferez pas seulement plaisir à elle, dit M. de Bargeton, mais à moi aussi. Rien ne m'arrange mieux que d'entendre lire après mon dîner. » Câliné par M. de Bargeton, câliné par Louise, servi par les domestiques avec le respect qu'ils ont pour les favoris de leur maître, Lucien resta dans l'hôtel de Bargeton en s'identifiant à toutes les jouissances d'une fortune dont l'usufruit lui était livré. Quand le salon fut plein de monde, il se sentit si fort de la bêtise de M. de Bargeton et de l'amour de Louise qu'il prit un air dominateur que sa belle maîtresse encouragea. Il savoura les plaisirs du despotisme conquis par Naïs et qu'elle aimait à lui faire partager. Enfin, il s'essaya pendant cette soirée à jouer le rôle d'un héros de petite ville. En voyant la nouvelle attitude de Lucien, quelques personnes pensèrent qu'il était, suivant une expression de l'ancien temps, du dernier bien avec madame de Bargeton. Amélie,
venu avec monsieur du Châtelet, affirmait ce grand malheur dans un coin du salon où s'étaient réunis les jaloux et les envieux. « Ne rendez pas Naïs comptable de la vanité d'un petit jeune homme tout fier de se trouver dans un monde où il ne croyait jamais pouvoir aller, » dit Châtelet. « Ne voyez-vous pas que ce Chardon prend les phrases gracieuses d'une femme du monde pour des avances ? Il ne sait pas encore distinguer le silence que garde la passion vraie du langage protecteur, que lui mérite sa beauté, sa jeunesse et son talent. Les femmes seraient trop à plaindre si elles étaient coupables de tous les désirs qu'elles nous inspirent. Il est certainement amoureux, mais quant à Naïs... »« Oh, Naïs !» répéta la perfide Amélie. « Naïs est très heureuse de cette passion. À son âge, l'amour d'un jeune homme offre tant de séductions. On redevient jeune auprès de lui, l'on se fait jeune fille, on en prend les scrupules, les manières, et l'on ne songe pas au ridicule. Voyez donc, le fils d'un pharmacien se donne des airs de maître chez madame de Bargeton. » « L'amour ne connaît pas ces distances-là, » chanteronna Adrien. Le lendemain, il n'y eut pas une seule maison dans Angoulême où l'on ne discutât le degré d'intimité dans lequel se trouvaient monsieur Chardon, alias de Rubempré, et madame de Bargeton. À peine coupables de quelques baisers, le monde les accusait déjà du plus criminel bonheur. Madame de Bargeton portait la peine de sa royauté. Parmi les bizarreries de la société, n'avez-vous pas remarqué les caprices de ses jugements et la folie de ses exigences ? Il est des personnes auxquelles tout est permis. Elles peuvent faire les choses les plus déraisonnables. D'elles, tout est bienséant. C'est à qui justifiera leurs actions. Mais il en est d'autres pour lesquelles le monde est d'une incroyable sévérité. Celles-là doivent faire tout bien, ne jamais ni se tromper, ni faillir, ni même laisser échapper une sottise. Vous diriez des statues admirées que l'on ôte de leur piédestal dès que l'hiver leur a fait tomber un doigt ou casser le nez. On ne leur permet rien d'humain. Elles sont tenues d'être toujours divines et parfaites. Un seul regard de madame de Bargeton à Lucien équivalait aux 12 années de bonheur de Zizine et de Francis. Un serrement de main entre les deux amants allait attirer sur eux toutes les foudres de la Charente. David avait rapporté de Paris un pécule secret qu'il destinait aux frais nécessités par son mariage et par la construction du second étage de la maison paternelle. Agrandir cette maison, n'était-ce pas travailler pour lui ? Tôt ou tard, elle lui reviendrait. Son père avait 78 ans. L'imprimeur fit donc construire en colombage l'appartement de Lucien, afin de ne pas surcharger les vieux murs de cette maison lézardée. Il se plut à décorer, à meubler galamment l'appartement du premier, où la belle Ève devait passer sa vie. Ce fut un temps d'allégresse et de bonheur sans mélange pour les deux amis. Quoique las des chétives proportions de l'existence en province, et fatigué de cette sordide économie qui faisait d'une pièce de 100 sous une somme énorme, Lucien supporta sans se plaindre les calculs de la misère et ses privations. Sa sombre mélancolie avait fait place à la radieuse expression de l'espérance. Il voyait briller une étoile au-dessus de sa tête. Il rêvait une belle existence en asseyant son bonheur sur la tombe de monsieur de Bargeton, lequel avait de temps en temps des digestions difficiles, et l'heureuse manie de regarder l'indigestion de son dîner comme une maladie qui devait se guérir par celle du souper. Vers le commencement du mois de septembre, Lucien n'était plus prote. Il était monsieur de Rubempré, logé magnifiquement en comparaison de la misérable mansarde à Lucarne où le petit Chardon demeurait à L'Houmeau. Il n'était plus un homme de L'Houmeau. Il habitait le Haut Angoulême et dînait près de 4 fois par semaine chez madame de Bargeton. Pris en amitié par monseigneur, il était admis à l'évêché. Ses occupations le classaient parmi les personnes les plus élevées. Enfin, il devait prendre place un jour parmi les illustrations de la France. Certes, en parcourant un joli salon,
une charmante chambre à coucher et un cabinet plein de goût, il pouvait se consoler de prélever 30 francs par mois sur les salaires si péniblement gagnés par sa sœur et par sa mère. Car il apercevait le jour où le roman historique auquel il travaillait depuis 2 ans, L'Archer de Charles IX, et un volume de poésie intitulé Les Marguerites, répandrait son nom dans le monde littéraire, en lui donnant assez d'argent pour s'acquitter envers sa mère, sa sœur et David. Aussi, se trouvant grandi, prêtant l'oreille au retentissement de son nom dans l'avenir, acceptait-il maintenant ses sacrifices avec une noble assurance. Il souriait de sa détresse, il jouissait de ses dernières misères. Ève et David avaient fait passer le bonheur de leur frère avant le leur. Le mariage était retardé par le temps que demandaient encore les ouvriers pour achever les meubles, les peintures, les papiers destinés au premier étage. Car les affaires de Lucien avaient eu la primauté. Quiconque connaissait Lucien ne se serait pas étonné de ce dévouement. Il était si séduisant. Ses manières étaient si câlines. Son impatience et ses désirs, il les exprimait si gracieusement. Il avait toujours gagné sa cause avant d'avoir parlé. Ce fatal privilège perd plus de jeunes gens qu'il n'en sauve. Habitué aux prévenances qu'inspire une jolie jeunesse, honteux de cette égoïste protection que le monde accorde à un être qui lui plaît, comme il fait l'aumône au mendiant qui réveille un sentiment et lui donne une émotion, beaucoup de ces grands enfants jouissent de cette faveur au lieu de l'exploiter. Trompés sur le sens et le mobile des relations sociales, ils croient toujours rencontrer de décevants sourires. Mais ils arrivent nus, chauves, dépouillés, sans valeur ni fortune, au moment où, comme de vieilles coquettes et de vieux haillons, le monde les laisse à la porte d'un salon et au coin d'une borne. Ève avait d'ailleurs désiré ce retard. Elle voulait établir économiquement les choses nécessaires à un jeune ménage. Que pouvaient refuser 2 amants à un frère qui, voyant travailler sa sœur, disait avec un accent parti du cœur « Je voudrais savoir coudre ». Puis, le grave et observateur David avait été complice de ce dévouement. Néanmoins, depuis le triomphe de Lucien chez Madame de Bargeton, il eut peur de la transformation qui s'opérait chez Lucien. Il craignit de lui voir mépriser les mœurs bourgeoises. Dans le désir d'éprouver son frère, David le mit quelquefois entre les joies patriarcales de la famille et les plaisirs du grand monde, et, voyant Lucien leur sacrifier ses vaniteuses jouissances, il s'était écrié « On ne nous le corrompra point ». Plusieurs fois, les 3 amis et Madame Chardon firent des parties de plaisir comme elles se font en province. Ils allaient se promener dans les bois qui avoisinent Angoulême et longent la Charente. Ils dînaient sur l'herbe avec des provisions que l'apprenti de David apportait à un certain endroit et à une heure convenue. Puis ils revenaient le soir, un peu fatigués, n'ayant pas dépensé 3 francs. Dans les grandes circonstances, quand ils dînaient à ce qui se nomme un restaurat, espèce de restaurant champêtre qui tient le milieu entre le bouchon des provinces et la guinguette de Paris, ils allaient jusqu'à 100 sous partagés entre David et les Chardon. David savait un gré infini à Lucien d'oublier dans ces champêtres journées les satisfactions qu'il trouvait chez Madame de Bargeton et les somptueux dîners du monde. Chacun voulait alors fêter le grand homme d'Angoulême. Dans ces conjonctures, au moment où il ne manquait presque plus rien au futur ménage, pendant un voyage que David fit à Marsac pour obtenir de son père qu'il vînt assister à son mariage, en espérant que le bonhomme séduit par sa belle-fille contribuerait aux énormes dépenses nécessitées par l'arrangement de la maison, il arriva l'un de ces événements qui, dans une petite ville, changent entièrement la face des choses. Lucien et Louise avaient dans du Châtelet un espion intime qui guettait avec la persistance d'une haine mêlée de passion et d'avarice l'occasion d'amener un éclat. Sixte voulait forcer Madame de Bargeton
à si bien se prononcer pour Lucien qu'elle fut ce qu'on nomme perdue. Il s'était posé comme un humble confident de madame de Bargeton. Mais s'il admirait Lucien rue du Minage, il le démolissait partout ailleurs. Il avait insensiblement conquis les petites entrées chez Naïs, qui ne se défiait plus de son vieil adorateur. Mais il avait trop présumé des deux amants dont l'amour restait platonique, au grand désespoir de Louise et de Lucien. Il y a, en effet, des passions qui s'embarquent mal ou bien, comme on voudra. Deux personnes se jettent dans la tactique du sentiment, parlent au lieu d'agir, et se battent en plein champ au lieu de faire un siège. Elles se blasent ainsi souvent d'elles-mêmes en fatiguant leurs désirs dans le vide. Deux amants se donnent alors le temps de réfléchir, de se juger. Souvent, des passions qui étaient entrées en campagne, enseignes déployées, pimpantes, avec une ardeur à tout renverser, finissent alors par rentrer chez elles, sans victoire, honteuses, désarmées, sottes de leur vain bruit. Ces fatalités sont parfois explicables par les timidités de la jeunesse et par les temporisations auxquelles se plaisent les femmes qui débutent, car ces sortes de tromperies mutuelles n'arrivent ni aux fats qui connaissent la pratique, ni aux coquettes habituées au manège de la passion. La vie de province est d'ailleurs singulièrement contraire au contentement de l'amour et favorise les débats intellectuels de la passion, comme aussi les obstacles qu'elle oppose au doux commerce qui lie tant les amants, précipite les âmes ardentes en des parties extrêmes. Cette vie est basée sur un espionnage si méticuleux, sur une si grande transparence des intérieurs, elle admet si peu l'intimité qui console sans offenser la vertu, les relations les plus pures y sont si déraisonnablement incriminées que beaucoup de femmes sont flétries malgré leur innocence. Certaines d'entre elles s'en veulent, alors, de ne pas goûter toutes les félicités d'une faute dont tous les malheurs les accablent. La société qui blâme ou critique sans aucun examen sérieux les faits patents par lesquels se terminent de longues luttes secrètes est ainsi primitivement complice de ces éclats. Mais la plupart des gens qui déblatèrent contre les prétendus scandales offerts par quelques femmes calomniées sans raison n'ont jamais pensé aux causes qui déterminent chez elles une résolution publique. Madame de Bargeton allait se trouver dans cette bizarre situation où se sont trouvées beaucoup de femmes qui ne se sont perdues qu'après avoir été injustement accusées. Au début de la passion, les obstacles effraient les gens inexpérimentés, et ceux que rencontraient les deux amants ressemblaient fort aux liens par lesquels les Lilliputiens avaient garrotté Gulliver. C'étaient des riens multipliés qui rendaient tout mouvement impossible et annulaient les plus violents désirs. Ainsi, madame de Bargeton devait rester toujours visible. Si elle avait fait fermer sa porte aux heures où venait Lucien, tout eût été dit. Autant aurait valu s'enfuir avec lui. Elle le recevait, à la vérité, dans ce boudoir auquel il s'était si bien accoutumé, qu'il s'en croyait le maître. Mais les portes demeuraient consciencieusement ouvertes. Tout se passait le plus vertueusement du monde. Monsieur de Bargeton se promenait chez lui comme un hanneton sans croire que sa femme voulût être seule avec Lucien. S'il n'y avait eu d'autre obstacle que lui, Naïs aurait très bien pu le renvoyer ou l'occuper. Mais elle était accablée de visites, et il y avait d'autant plus de visiteurs que la curiosité était plus éveillée. Les gens de province sont naturellement taquins. Ils aiment à contrarier les passions naissantes. Les domestiques allaient et venaient dans la maison sans être appelés ni sans prévenir de leur arrivée, par suite de vieilles habitudes prises, et qu'une femme qui n'avait rien à cacher leur avait laissé prendre. Changer les mœurs intérieures de sa maison, n'était-ce pas avouer l'amour dont doutait encore tout Angoulême ? Madame de Bargeton ne pouvait pas mettre le pied hors de chez elle
sans que la ville sût où elle allait. Se promener seule avec Lucien hors de la ville était une démarche décisive. Il aurait été moins dangereux de s'enfermer avec lui chez elle. Si Lucien était resté après minuit chez madame de Bergeton, sans y être en compagnie, on en aurait glosé le lendemain. Ainsi, au dedans comme au dehors, madame de Bargeton vivait toujours en public. Ces détails peignent toute la province. Les fautes y sont ou avouées ou impossibles. Louise, comme toutes les femmes entraînées par une passion sans en avoir l'expérience, reconnaissait une à une les difficultés de sa position. Elle s'en effrayait. Sa frayeur réagissait alors sur ces amoureuses discussions qui prennent les plus belles heures où deux amants se trouvent seuls. Madame de Bargeton n'avait pas de terre où elle pût emmener son cher poète, comme font quelques femmes qui, sous un prétexte habilement forgé, vont s'enterrer à la campagne. Fatiguée de vivre en public, poussée à bout par cette tyrannie dont le joug était plus dur que ses plaisirs n'étaient doux, elle pensait à l'escarbas et méditait d'y aller voir son vieux père, tant elle s'irritait de ces misérables obstacles. Châtelet ne croyait pas à tant d'innocence. Il guettait les heures auxquelles Lucien venait chez madame de Bargeton et s'y rendait quelques instants après, en se faisant toujours accompagner de monsieur de Chandour, l'homme le plus indiscret de la coterie et auquel il cédait le pas pour entrer, espérant toujours une surprise en cherchant si opiniâtrement un hasard. Son rôle et la réussite de son plan étaient d'autant plus difficiles qu'il devait rester neutre, afin de diriger tous les acteurs du drame qu'il voulait faire jouer. Aussi, pour endormir Lucien qu'il caressait, et madame de Bargeton, qui ne manquait pas de perspicacité, s'était-il attaché par contenance à la jalouse Amélie. Pour mieux faire espionner Louise et Lucien, il avait réussi depuis quelques jours à établir entre monsieur de Chandour et lui une controverse au sujet des deux amoureux. Du Châtelet prétendait que madame de Bargeton se moquait de Lucien, qu'elle était trop fière, trop bien née, pour descendre jusqu'au fils d'un pharmacien. Ce rôle d'incrédule allait au plan qu'il s'était tracé, car il désirait passer pour le défenseur de madame de Bargeton. Stanislas soutenait que Lucien n'était pas un amant malheureux. Amélie aiguillonnait la discussion en souhaitant savoir la vérité. Chacun donnait ses raisons. Comme il arrive dans les petites villes, souvent quelques intimes de la maison Chandour arrivaient au milieu d'une conversation où du Châtelet et Stanislas justifiaient à l'envi leur opinion par d'excellentes observations. Il était bien difficile que chaque adversaire ne cherchât pas des partisans en demandant à son voisin « Et vous, quel est votre avis ?» Cette controverse tenait madame de Bargeton et Lucien constamment en vue. Enfin, un jour, du Châtelet fit observer que toutes les fois que monsieur de Chandour et lui se présentaient chez madame de Bargeton et que Lucien s'y trouvait, aucun indice ne trahissait de relations suspectes. La porte du boudoir était ouverte, les gens allaient et venaient, rien de mystérieux n'annonçait les jolis crimes de l'amour, etc. Stanislas, qui ne manquait pas d'une certaine dose de bêtise, se promit d'arriver le lendemain sur la pointe du pied, ce à quoi la perfide Amélie l'engagea fort. Ce lendemain fut pour Lucien une de ces journées où les jeunes gens s'arrachent quelques cheveux en se jurant à eux-mêmes de ne pas continuer le sot métier de soupirant. Il s'était accoutumé à sa position. Le poète, qui avait si timidement pris une chaise dans le boudoir sacré de la reine d'Angoulême, s'était métamorphosé en amoureux exigeant. 6 mois avaient suffi pour qu'il se crût l'égal de Louise, et il voulait alors en être le maître. Il partit de chez lui, se promettant d'être très déraisonnable, de mettre sa vie en jeu, d'employer toutes les ressources d'une éloquence enflammée,
de dire qu'il avait la tête perdue, qu'il était incapable d'avoir une pensée ni d'écrire une ligne. Il existe, chez certaines femmes, une horreur des partis pris qui fait honneur à leur délicatesse. Elles aiment à céder à l'entraînement et non à des conventions. Généralement, personne ne veut d'un plaisir imposé. Madame de Bargeton remarqua sur le front de Lucien, dans ses yeux, dans sa physionomie et dans ses manières, cet air agité qui trahit une résolution arrêtée. Elle se proposa de la déjouer, un peu par esprit de contradiction, mais aussi par une noble entente de l'amour. En femme exagérée, elle s'exagérait la valeur de sa personne. À ses yeux, Madame de Bargeton était une souveraine, une Béatrix, une Laure. Elle s'asseyait, comme au Moyen-Âge, sous le dais du tournoi littéraire, et Lucien devait la mériter après plusieurs victoires. Il avait à effacer l'enfant sublime. Lamartine, Walter Scott, Byron. La noble créature considérait son amour comme un principe généreux. Les désirs qu'elle inspirait à Lucien devaient être une cause de gloire pour lui. Ce donquichotisme féminin est un sentiment qui donne à l'amour une consécration respectable. Elle l'utilise, elle l'agrandit, elle l'honore. Obstinée à jouer le rôle de Dulcinée dans la vie de Lucien pendant 7 à 8 ans, Madame de Bargeton voulait, comme beaucoup de femmes de province, faire acheter sa personne par une espèce de servage, par un temps de constance qui lui permit de juger son ami. Quand Lucien eut engagé la lutte par une de ces fortes bouderies dont se rient les femmes encore libres d'elles-mêmes et qui n'attristent que les femmes aimées, Louise prit un air digne et commença l'un de ses longs discours bardés de mots pompeux. « Est-ce là ce que vous m'aviez promis, Lucien ?» dit-elle en finissant. « Ne mettez pas dans un présent si doux des remords qui plus tard empoisonneraient ma vie. Ne gâtez pas l'avenir. Et je le dis avec orgueil, ne gâtez pas le présent. N'avez-vous pas tout mon cœur ? Que vous faut-il donc ? Votre amour se laisserait-il influencer par les sens, tandis que le plus beau privilège d'une femme aimée est de leur imposer silence ? Pour qui me prenez-vous donc ? Je ne suis donc plus votre Béatrix ? Et si je ne suis pas pour vous quelque chose de plus qu'une femme, je suis moins qu'une femme. Vous ne diriez pas autre chose à un homme que vous n'aimeriez pas, s'écria Lucien furieux. Si vous ne sentez pas tout ce qu'il y a de véritable amour dans mes idées, vous ne serez jamais digne de moi. Vous mettez mon amour en doute pour vous dispenser d'y répondre, dit Lucien en se jetant à ses pieds et pleurant. Le pauvre garçon pleura sérieusement en se voyant pour si longtemps à la porte du paradis. Ce fut des larmes de poète qui se croyait humilié dans sa puissance. Des larmes d'enfant au désespoir de se voir refuser le jouet qu'il demande. « Vous ne m'avez jamais aimé !» s'écria-t-il. « Vous ne croyez pas ce que vous dites, » répondit-elle, flattée de cette violence. « Prouvez-moi donc que vous êtes à moi, » dit Lucien, échevelé. En ce moment, Stanislas arriva sans être entendu, vit Lucien à demi renversé, les larmes aux yeux et la tête appuyée sur les genoux de Louise. Satisfait de ce tableau suffisamment suspect, Stanislas se replia brusquement sur du Châtelet qui se tenait à la porte du salon. Madame de Bargeton s'élança vivement, mais elle n'atteignit pas les 2 espions qui s'étaient précipitamment retirés comme des gens importuns. « Qui donc est venu ?» demanda-t-elle à ses gens. « Messieurs de Chandour et du Châtelet » répondit Gentil, son vieux valet de chambre. Elle rentra dans son boudoir, pâle et tremblant. « S'ils vous ont vu ainsi, je suis perdue, dit-elle à Lucien. « Tant mieux, s'écria le poète. Elle sourit à ce cri d'égoïsme plein d'amour. En province, une semblable aventure
s'aggrave par la manière dont elle se raconte. En un moment, chacun sut que Lucien avait été surpris aux genoux de Naïs. Monsieur de Chandour, heureux de l'importance que lui donnait cette affaire, alla d'abord raconter le grand événement au cercle, puis de maison en maison. Du Châtelet s'empressa de dire partout qu'il n'avait rien vu. Mais en se mettant ainsi en dehors du fait, il excitait Stanislas à parler. Il lui faisait enchérir sur les détails. Et Stanislas, se trouvant spirituel, en ajoutait de nouveau à chaque récit. Le soir, la société afflua chez Amélie. Car le soir, les versions les plus exagérées circulaient dans l'Angoulême noble, où chaque narrateur avait imité Stanislas. Femmes et hommes étaient impatients de connaître la vérité. Les femmes qui se voilaient la face en criant le plus au scandale, à la perversité, étaient précisément Amélie, Zéphirine, Fifine, Lolotte, qui toutes étaient plus ou moins grevées de bonheurs illicites. Le cruel thème se variait sur tous les tons. « Eh bien, disait l'une, cette pauvre Naïs, vous savez, moi, je ne le crois pas. Elle a devant elle toute une vie irréprochable. Elle est beaucoup trop fière pour être autre chose que la protectrice de monsieur Chardon. Mais si cela est, je la plains de tout mon cœur. Elle est d'autant plus à plaindre qu'elle se donne un ridicule affreux, car elle pourrait être la mère de monsieur Lulu, comme l'appelait Jacques. Ce poétrio a tout au plus 22 ans, et Naïs, entre nous soit dit, a bien 40 ans. Moi, disait Châtelet, je trouve que la situation même dans laquelle était monsieur de Rubempré prouve l'innocence de Naïs. On ne se met pas à genoux pour redemander ce qu'on a déjà eu. C'est selon, dit Francis d'un air égrillard qui lui valut de Zéphirine une œillade improbative. Mais dites-nous donc bien ce qui en est, demandait-on à Stanislas en se formant en comité secret dans un coin du salon. Stanislas avait fini par composer un petit conte plein de gravelures et l'accompagnait de gestes et de poses qui incriminaient prodigieusement la chose. « C'est incroyable !» répétait-on. « À midi, disait l'une. Naïs aurait été la dernière que j'eusse soupçonnée. Que va-t-elle faire ? Puis des commentaires, des suppositions infinies. Du Châtelet défendait madame de Bargeton, mais il la défendait si maladroitement qu'il attisait le feu du commérage au lieu de l'éteindre. Lily, désolée de la chute du plus bel ange de l'Olympe angoumoisin, alla tout en pleurs colporter la nouvelle à l'évêché. Quand la ville entière fut bien certainement en rumeur, l'heureux du Châtelet alla chez madame de Bargeton, où il n'y avait, hélas, qu'une seule table de whist. Il demanda diplomatiquement à Naïs d'aller causer avec elle dans son boudoir. Tous deux s'assirent sur le petit canapé. « Vous savez sans doute, dit du Châtelet à voix basse, ce dont tout Angoulême s'occupe. »« Non, dit-elle. »« Eh bien, reprit-il, je suis trop votre ami pour vous le laisser ignorer. Je dois vous mettre à même de faire cesser des calomnies sans doute inventées par Amélie, qui a l'outrecuidance de se croire votre rivale. Je venais ce matin vous voir avec ce singe de Stanislas, qui me précédait de quelques pas. Lorsqu'en arrivant là, dit-il en montrant la porte du boudoir, il prétend vous avoir vu avec monsieur de Rubempré dans une situation qui ne lui permettait pas d'entrer. Il est revenu sur moi tout effaré en m'entraînant sans me laisser le temps de me reconnaître. Et nous étions à Beaulieu quand il me dit la raison de sa retraite. Si je l'avais connu, je n'aurais pas bougé de chez vous, afin d'éclaircir cette affaire à votre avantage. Mais revenir chez vous après en être sorti
ne prouvait plus rien. Maintenant que Stanislas s'est vu de travers, ou qu'il ait raison, il doit avoir tort. Chère Naïs, ne laissez pas jouer votre vie, votre humeur, votre avenir, par un sot. Imposez-lui silence à l'instant. Vous connaissez ma situation ici. Quoique j'y ai besoin de tout le monde, je vous suis entièrement dévoué. Disposez d'une vie qui vous appartient. Quoique vous ayez repoussé mes vœux, mon cœur sera toujours à vous. Et en toute occasion, je vous prouverai combien je vous aime. Oui, je veillerai sur vous comme un fidèle serviteur, sans espoir de récompense, uniquement pour le plaisir que je trouve à vous servir, même à votre insu. Ce matin, j'ai partout dit que j'étais à la porte du salon et que je n'avais rien vu. Si l'on vous demande qui vous a instruite des propos tenus sur vous, servez-vous de moi. Je serais bien glorieux d'être votre défenseur avoué. Mais, entre nous, Monsieur de Bargeton est le seul qui puisse demander raison à Stanislas. Quand ce petit Rubempré aurait fait quelque folie, l'honneur d'une femme ne saurait être à la merci du premier étourdi qui se met à ses pieds. Voilà ce que j'ai dit. Naïs remercia du Châtelet par une inclination de tête et demeura pensive. Elle était fatiguée, jusqu'au dégoût, de la vie de province. Au premier mot du Châtelet, elle avait jeté les yeux sur Paris. Le silence de madame de Bargeton mettait son savant adorateur dans une situation gênante. « Disposez de moi, dit-il, je vous le répète. »« Merci, répondit-elle. »« Que comptez-vous faire ?»« Je verrai. » Long silence. « Aimez-vous donc tant ce petit Rubempré ?» Elle laissa échapper un superbe sourire et se croisa les bras en regardant les rideaux de son boudoir. Du Châtelet sortit sans avoir pu déchiffrer ce cœur de femme altière. Quand Lucien et les 4 fidèles vieillards qui étaient venus faire leur partie sans s'émouvoir de ces cancans problématiques furent partis, madame de Bargeton arrêta son mari, qui se disposait à s'aller coucher, en ouvrant la bouche pour souhaiter une bonne nuit à sa femme. « Venez par ici, mon cher. J'ai à vous parler, dit-elle, avec une sorte de solennité. Monsieur de Bargeton suivit sa femme dans le boudoir. « Monsieur, lui dit-elle, j'ai peut-être eu tort de mettre dans mes soins protecteurs envers monsieur de Rubempré une chaleur aussi mal comprise par les sottes gens de cette ville que par lui-même. Ce matin, Lucien s'est jeté à mes pieds, là, en me faisant une déclaration d'amour. Stanislas est entré dans le moment où je relevais cet enfant. Au mépris des devoirs que la courtoisie impose à un gentilhomme envers une femme en toute espèce de circonstance, il a prétendu m'avoir surprise dans une situation équivoque avec ce garçon, que je traitais alors comme il le mérite. Si ce jeune écervelé savait les calomnies auxquelles sa folie donne lieu, je le connais. Il irait insulter Stanislas et le forcerait à se battre. Cette action serait comme un aveu public de son amour. Je n'ai pas besoin de vous dire que votre femme est pure, mais vous penserez qu'il y a quelque chose de déshonorant pour vous et pour moi, à ce que ce soit monsieur de Rubempré qui la défende. Allez à l'instant chez Stanislas et demandez-lui sérieusement raison des insultants propos qu'il a tenus sur moi. Songez que vous ne devez pas souffrir que l'affaire s'arrange, à moins qu'il ne se rétracte en présence de témoins nombreux et importants. Vous conquérerez ainsi l'estime de tous les honnêtes gens. Vous vous conduirez en homme d'esprit, en galant homme, et vous aurez des droits à mon estime. Je vais faire partir Gentil à cheval pour l'escarbas. Mon père doit être votre témoin. Malgré son âge, je le sais homme à fouler aux pieds cette poupée qui noircit la réputation d'une nègre pelisse. Vous avez le choix des armes. Battez-vous au pistolet. Vous tirez à merveille. J'y vais, reprit monsieur de Bargeton, qui prit sa canne et son chapeau. Bien, mon ami, dit sa femme émue.
Voilà comme j'aime les hommes. Vous êtes un gentilhomme. » Elle lui présenta son front à baiser, que le vieillard baisa tout heureux et fier. Cette femme, qui portait une espèce de sentiment maternel à ce grand enfant, ne put réprimer une larme en entendant retentir la porte cochère quand elle se referma sur lui. « Comme il m'aime, » se dit-elle, « le pauvre homme tient à la vie, et cependant il la perdrait sans regret pour moi. » Monsieur de Bargeton ne s'inquiétait pas d'avoir à s'aligner le lendemain devant un homme, à regarder froidement la bouche d'un pistolet dirigé sur lui. Non, il n'était embarrassé que d'une seule chose, et il en frémissait tout en allant chez monsieur de Chandour. « Que vais-je dire ?» pensait-il. « Naïs aurait bien dû me faire un thème. » Et il se creusait la cervelle afin de formuler quelques phrases qui ne fussent point ridicules. Mais les gens qui vivent, comme vivait monsieur de Bargeton, dans un silence imposé par l'étroitesse de leur esprit et leur peu de portée, ont, dans les grandes circonstances de la vie, une solennité toute faite. Parlant peu, il leur échappe naturellement peu de sottises. Puis, réfléchissant beaucoup à ce qu'ils doivent dire, leur extrême défiance d'eux-mêmes les porte à si bien étudier leurs discours qu'ils s'expriment à merveille par un phénomène pareil à celui qui délia la langue à l'ânesse de Balaam. Aussi, monsieur de Bargeton se comporta-t-il comme un homme supérieur. Il justifia l'opinion de ceux qui le regardaient comme un philosophe de l'école de Pythagore. Il entra chez Stanislas à 11 heures du soir et y trouva nombreuse compagnie. Il alla saluer silencieusement Amélie et offrit à chacun son niais sourire, qui, dans les circonstances présentes, parut profondément ironique. Il se fit alors un grand silence, comme dans la nature à l'approche d'un orage. Châtelet, qui était revenu, regarda tour à tour d'une façon très significative monsieur de Bargeton et Stanislas, que le mari offensé aborda poliment. Du Châtelet comprit le sens d'une visite faite à une heure où ce vieillard était toujours couché. Naïs agitait évidemment ce bras débile. Et, comme sa position auprès d'Amélie lui donnait le droit de se mêler des affaires du ménage, il se leva, prit monsieur de Bargeton à part et lui dit « Vous voulez parler à Stanislas ?»« Oui, » dit le bonhomme heureux d'avoir un entremetteur qui, peut-être, prendrait la parole pour lui. « Eh bien, allez dans la chambre à coucher d'Amélie, » lui répondit le directeur des contributions, heureux de ce duel qui pouvait rendre madame de Bargeton veuve, en lui interdisant d'épouser Lucien, la cause du duel. « Stanislas, » dit du Châtelet à monsieur de Chandour, « Bargeton vient sans doute vous demander raison des propos que vous tenez sur Naïs. Venez chez votre femme et conduisez-vous tous deux en gentilshommes. Ne faites point de bruit. Affectez beaucoup de politesse. Ayez enfin toute la froideur d'une dignité britannique. » En un moment, Stanislas et du Châtelet vinrent trouver Bargeton. « Monsieur, » dit le mari offensé, « vous prétendez avoir trouvé madame de Bargeton dans une situation équivoque avec monsieur de Rubempré ?»« Avec monsieur Chardon, » reprit ironiquement Stanislas, qui ne croyait pas Bargeton un homme fort. « Soit, » reprit le mari. « Si vous ne démentez pas ce propos en présence de la société qui est chez vous en ce moment, je vous prie de prendre un témoin. Mon beau-père, monsieur de Nègrepelisse, viendra vous chercher à 4 heures du matin. Faisons chacun nos dispositions, car l'affaire ne peut s'arranger que de la manière que je viens d'indiquer. Je choisis le pistolet. Je suis l'offensé. » Durant le chemin, monsieur de Bargeton avait ruminé ce discours, le plus long qu'il eût fait en sa vie. Il le dit sans passion et de l'air le plus simple du monde. Stanislas pâlit et se dit en lui-même : « Qu'ai-je vu, après tout ?
Mais, entre la honte de démentir ses propos devant toute la ville, en présence de ce muet qui paraissait ne pas vouloir entendre raillerie, et la peur, la hideuse peur qui lui serrait le cou de ses mains brûlantes, il choisit le péril le plus éloigné. « C'est bien. À demain, dit-il à M. de Bargeton en pensant que l'affaire pourrait s'arranger. Les 3 hommes rentrèrent, et chacun étudia leur physionomie. Du Châtelet souriait, M. de Bargeton était absolument comme s'il se trouvait chez lui, mais Stanislas se montra blême. À cet aspect, quelques femmes devinèrent l'objet de la conférence. Ces mots « Ils se battent » circulèrent d'oreille en oreille. La moitié de l'assemblée pensa que Stanislas avait tort. Sa pâleur et sa contenance accusaient un mensonge. L'autre moitié admira la tenue de M. de Bargeton. Du Châtelet fit le grave et le mystérieux. Après être resté quelques instants à examiner les visages, M. de Bargeton se retira. « Avez-vous des pistolets ?» dit Châtelet à l'oreille de Stanislas, qui frissonna de la tête aux pieds. Amélie comprit tout et se trouva mal. Les femmes s'empressèrent de la porter dans sa chambre à coucher. Il y eut une rumeur affreuse. Tout le monde parlait à la fois. Les hommes restèrent dans le salon et déclarèrent d'une voix unanime que M. de Bargeton était dans son droit. « Auriez-vous cru le bonhomme capable de se conduire ainsi ?» dit M. de Saintot. « Mais, dit l'impitoyable Jacques, dans sa jeunesse, il était un des plus forts sous les armes. Mon père m'a souvent parlé des exploits de Bargeton. »« Bah, vous les mettrez à 20 pas, et ils se manqueront si vous prenez des pistolets de cavalerie, » dit Francis à Châtelet. Quand tout le monde fut parti, Châtelet rassura Stanislas et sa femme en leur expliquant que tout irait bien et que dans un duel entre un homme de 60 ans et un homme de 36, celui-ci avait tout l'avantage. Le lendemain matin, au moment où Lucien déjeunait avec David, qui était revenu de Marsac sans son père, Madame Chardon entra tout effarée. « Eh bien, Lucien, sais-tu la nouvelle dont on parle jusque dans le marché ? Monsieur de Bargeton a presque tué Monsieur de Chandour, ce matin, à 5 heures, dans le pré de Monsieur Tulloy, un nom qui donne lieu à des calembours. Il paraît que Monsieur de Chandour a dit hier qu'il t'avait surpris avec Madame de Bargeton. »« C'est faux. Madame de Bargeton est innocente, » s'écria Lucien. Un homme de la campagne, à qui j'ai entendu raconter les détails, avait tout vu de dessus sa charrette. Monsieur de Nègrepelisse était venu dès 3 heures du matin pour assister Monsieur de Bargeton. Il a dit à Monsieur de Chandour que s'il arrivait malheur à son gendre, il se chargeait de le venger. Un officier du régiment de cavalerie a prêté ses pistolets. Ils ont été essayés à plusieurs reprises par Monsieur de Nègrepelisse. Monsieur du Châtelet voulait s'opposer à ce qu'on exerçât les pistolets, mais l'officier, que l'on avait pris pour arbitre, a dit qu'à moins de se conduire comme des enfants, on devait se servir d'armes en état. Les témoins ont placé les 2 adversaires à 25 pas l'un de l'autre. Monsieur de Bargeton, qui était là comme s'il se promenait, a tiré le premier et logé une balle dans le cou de Monsieur de Chandour, qui est tombé sans pouvoir riposter. Le chirurgien de l'hôpital a déclaré tout à l'heure que Monsieur de Chandour aura le coup de travers pour le reste de ses jours. Je suis venu te dire l'issue de ce duel pour que tu n'ailles pas chez Madame de Bargeton, ou que tu ne te montres pas dans Angoulême, car quelques amis de Monsieur de Chandour pourraient te provoquer. » En ce moment, Gentil, le valet de chambre de Monsieur de Bargeton, entra, conduit par l'apprenti de l'imprimerie, et remit à Lucien une lettre de Louise. « Vous avez sans doute appris, mon ami, l'issue du duel entre Chandour et mon mari. Nous ne recevrons personne aujourd'hui. Soyez prudents, ne vous montrez pas. Je vous le demande au nom de l'affection que vous avez pour moi. Ne trouvez-vous pas
que le meilleur emploi de cette triste journée est de venir écouter votre Béatrix, dont la vie est toute changée par cet événement, et qui a 1000 choses à vous dire. » « Heureusement, dit David, mon mariage est arrêté pour après-demain. Tu auras une occasion d'aller moins souvent chez madame de Bargeton. »« Cher David, répondit Lucien, elle me demande de venir la voir aujourd'hui. Je crois qu'il faut lui obéir. Elle saura mieux que nous comment je dois me conduire dans les circonstances actuelles. »« Tout est donc prêt ici ? Demanda madame Chardon. »« Venez voir, s'écria David, heureux de montrer la transformation qu'avait subie l'appartement du premier étage où tout était frais et neuf. Là respirait ce doux esprit qui règne dans les jeunes ménages où les fleurs d'oranger, le voile de la mariée couronnent encore la vie intérieure, où le printemps de l'amour se reflète dans les choses, où tout est blanc, propre et fleuri. « Ève sera comme une princesse, dit la mère. Mais vous avez dépensé trop d'argent, vous avez fait des folies. » David sourit sans rien répondre, car madame Chardon avait mis le doigt dans le vif d'une plaie secrète qui faisait cruellement souffrir le pauvre amant. Ses prévisions avaient été si grandement dépassées par l'exécution qu'il lui était impossible de bâtir au-dessus de l'appentis. Sa belle-mère ne pouvait avoir de longtemps l'appartement qu'il voulait lui donner. Les esprits généreux éprouvent les plus vives douleurs de manquer à ces sortes de promesses qui sont en quelque sorte les petites vanités de la tendresse. David cachait soigneusement sa gêne, afin de ménager le cœur de Lucien, qui aurait pu se trouver accablé des sacrifices faits pour lui. « Ève et ses amis ont bien travaillé de leur côté, » disait madame Chardon. « Le trousseau, le linge de ménage, tout est prêt. Ces demoiselles l'aiment tant qu'elles lui ont, sans qu'elle en sût rien, couvert les matelas en futaine blanche, bordés de liserés roses. C'est joli, ça donne envie de se marier. » La mère et la fille avaient employé toutes leurs économies à fournir la maison de David des choses auxquelles ne pensent jamais les jeunes gens. En sachant combien il déployait de luxe, car il était question d'un service de porcelaine demandé à Limoges, elles avaient tâché de mettre de l'harmonie entre les choses qu'elles apportaient et celles que s'achetait David. Cette petite lutte d'amour et de générosité devait amener les deux époux à se trouver gênés dès le commencement de leur mariage, au milieu de tous les symptômes d'une aisance bourgeoise qui pouvait passer pour du luxe dans une ville arriérée comme l'était alors Angoulême. Au moment où Lucien vit sa mère et David passant dans la chambre à coucher, dont la tenture bleue et blanche, dont le joli mobilier lui était connu, il s'esquiva chez madame de Bargeton. Il trouva Naïs déjeunant avec son mari, qui, mis en appétit par sa promenade matinale, mangeait sans aucun souci de ce qui s'était passé. Le vieux gentilhomme campagnard, monsieur de Nègrepelisse, cette imposante figure, reste de la vieille noblesse française, était auprès de sa fille. Quand Gentil eut annoncé monsieur de Rubempré, le vieillard à tête blanche lui jeta le regard inquisitif d'un père empressé de juger l'homme que sa fille a distingué. L'excessive beauté de Lucien le frappa si vivement qu'il ne put retenir un regard d'approbation. Mais il semblait voir, dans la liaison de sa fille, une amourette plutôt qu'une passion, un caprice plutôt qu'une passion durable. Le déjeuner finissait, Louise put se lever, laisser son père et monsieur de Bargeton, en faisant signe à Lucien de la suivre. « Mon ami, dit-elle d'un son de voix triste et joyeux en même temps, je vais à Paris, et mon père emmène Bargeton à l'Escarbas, où il restera pendant mon absence. Madame d'Espard, une demoiselle de Blamont-Chauvry, à qui nous sommes alliés par les d'Espard, les aînés de la famille de Nègrepelisse, est en ce moment très influente par elle-même et par ses parents. Si elle daigne nous reconnaître, je veux la cultiver beaucoup.
Elle peut nous obtenir par son crédit une place pour Bargeton. Mes sollicitations pourront le faire désirer par la cour pour député de la Charente, ce qui aidera sa nomination ici. La députation pourra plus tard favoriser mes démarches à Paris. C'est toi, mon enfant chéri, qui m'a inspiré ce changement d'existence. Le duel de ce matin me force à fermer ma maison pour quelque temps, car il y aura des gens qui prendront parti pour les Chandour contre nous. Dans la situation où nous sommes, et dans une petite ville, une absence est toujours nécessaire pour laisser aux haines le temps de s'assoupir. Mais où je réussirai et ne reverrai plus Angoulême, ou je ne réussirai pas et veux attendre à Paris le moment où je pourrai passer tous les étés à l'Escarbas et les hivers à Paris. C'est la seule vie d'une femme comme il faut. J'ai trop tardé à l'apprendre. La journée suffira pour tous nos préparatifs. Je partirai demain dans la nuit, et vous m'accompagnerez, n'est-ce pas? Vous irez en avant. Entre Mansle et Ruffec, je vous prendrai dans ma voiture, et nous serons bientôt à Paris. Là, chère, est la vie des gens supérieurs. On ne se trouve à l'aise qu'avec ses pairs, partout ailleurs on souffre. D'ailleurs, Paris, capitale du monde intellectuel, est le théâtre de vos succès. Franchissez promptement l'espace qui vous en sépare. Ne laissez pas vos idées se rancir en province. Communiquez promptement avec les grands hommes qui représenteront le XIXe siècle. Rapprochez-vous de la cour et du pouvoir. Ni les distinctions, ni les dignités ne viennent trouver le talent qui s'étiole dans une petite ville. Nommez-moi d'ailleurs les belles œuvres exécutées en province. Voyez au contraire le sublime et pauvre Jean-Jacques, invinciblement attiré par ce soleil moral, qui crée les gloires en échauffant les esprits par le frottement des rivalités. Ne devez-vous pas vous hâter de prendre votre place dans la pléiade qui se produit à chaque époque? Vous ne sauriez croire combien il est utile à un jeune talent d'être mis en lumière par la haute société. Je vous ferai recevoir chez Madame d'Espard. Personne n'a facilement l'entrée de son salon où vous trouverez tous les grands personnages, les ministres, les ambassadeurs, les orateurs de la Chambre, les pairs les plus influents, des gens riches ou célèbres. Il faudrait être bien maladroit pour ne pas exciter leur intérêt quand on est beau, jeune et plein de génie. Les grands talents n'ont pas de petitesse. Ils vous prêteront leur appui. Quand on vous saura haut placé, vos œuvres acquerront une immense valeur. Pour les artistes, le grand problème à résoudre est de se mettre en vue. Il se rencontrera donc là, pour vous, 1000 occasions de fortune, des sinécures, une pension sur la cassette. Les Bourbons aiment tant à favoriser les lettres et les arts. Aussi, soyez à la fois poète religieux et poète royaliste. Non seulement ce sera bien, mais vous ferez fortune. Est-ce l'opposition, est-ce le libéralisme qui donne les places, les récompenses, et qui fait la fortune des écrivains? Ainsi, prenez la bonne route, et venez là où vont tous les hommes de génie. Vous avez mon secret. Gardez le plus profond silence, et disposez-vous à me suivre. Ne le voulez-vous pas? Ajouta-t-elle, étonnée de la silencieuse attitude de son amant. Lucien, hébété par le rapide coup d'œil qu'il jeta sur Paris, en entendant ces séduisantes paroles, crut n'avoir jusqu'alors joui que de la moitié de son cerveau. Il lui sembla que l'autre moitié se découvrait, tant ses idées s'agrandirent. Il se vit, dans Angoulême, comme une grenouille sous sa pierre au fond d'un marécage. Paris et ses splendeurs. Paris qui se produit dans toutes les imaginations de province comme un Eldorado, lui apparut avec sa robe d'or, la tête ceinte de pierreries royales, les bras ouverts au talent. Les gens illustres allaient lui donner l'accolade fraternelle. Là, tout souriait au génie. Là, ni gentillâtres jaloux qui lançassent des mots piquants pour humilier l'écrivain, ni sotte indifférence pour la poésie. De là jaillissaient les œuvres des poètes. Là, elles étaient payées et mises en lumière.
Après avoir lu les premières pages de l'Archer de Charles IX, les libraires ouvriraient leurs caisses et lui diraient « Combien voulez-vous » Il comprenait d'ailleurs qu'après un voyage où il serait marié par les circonstances, Madame de Bargeton serait à lui tout entière, qu'ils vivraient ensemble. À ces mots, « Ne le voulez-vous pas ?» il répondit par une larme, saisit Louise par la taille, la serra sur son cœur et lui marbra le cou par de violents baisers. Puis il s'arrêta tout à coup comme frappé par un souvenir et s'écria « Mon Dieu, ma sœur se marie après-demain !» Ce cri fut le dernier soupir de l'enfant noble et pur. Les liens si puissants qui attachent les jeunes cœurs à leur famille, à leur premier ami, à tous les sentiments primitifs, allaient recevoir un terrible coup de hache. « Eh bien, s'écria l'altière Nègrepelisse, qu'a de commun le mariage de votre sœur et la marche de notre amour ? Tenez-vous tant à être le coryphée de cette noce de bourgeois et d'ouvriers que vous ne puissiez m'en sacrifier les nobles joies ? Le beau sacrifice, dit-elle avec mépris. J'ai envoyé ce matin mon mari se battre à cause de vous. Allez, monsieur, quittez-moi, je me suis trompée. Elle tomba pâmée sur son canapé. Lucien l'y suivit en demandant pardon, en maudissant sa famille, David et sa sœur. « Je croyais tant en vous, dit-elle. Monsieur de Cantecroix avait une mère qui l'idolâtrait. Mais pour obtenir une lettre où je lui disais « Je suis contente », il est mort au milieu du feu. Et vous, quand il s'agit de voyager avec moi, vous ne savez point renoncer à un repas de noces. » Lucien voulut se tuer, et son désespoir fut si vrai, si profond, que Louise pardonna, mais en faisant sentir à Lucien qu'il aurait à racheter cette faute. « Allez donc, dit-elle enfin, soyez discret, et trouvez-vous demain soir à minuit, à une centaine de pas après Mansle.